Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en face. Depuis un an, bravant leur hiérarchie, les policiers descendent par centaines dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail et manifester leur colère contre la haine anti-flic dont ils se sentent victimes. Ce soir, je vous propose d'entendre des témoignages exceptionnels. 5 policiers de terrain se livrent, sans tabou, sans réserve, sur la violence de leur quotidien. Les courses-poursuites qui finissent en bagarre, les manifestations qui dégénèrent en champ de bataille, ou encore les banales interventions de police qui finissent en tragédie. Entre 2010 et 2015, le nombre de policiers blessés ou tués a augmenté de 25%. En 2016, les chiffres sont à la hausse. Plus de 18 000 policiers et gendarmes ont été blessés et 26 tués dans l'exercice de leurs fonctions. Mais au-delà de cette violence subie, vous allez entendre le témoignage de policiers qui expriment aussi la violence intérieure qui les ronge et qui parfois déborde. Voici Police sur le fil, un exceptionnel documentaire réalisé par Claire Tesson. Je vous retrouve juste après avec mes invités pour prolonger ce film sur le malaise de notre police. À tout à l'heure. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais que tout le monde vive en sécurité, puisse sortir quand ils veulent, savoir qu'ils vont pas se faire agresser. Ça me donne, on va dire, un sens à ma vie. On rentre pas comme ça dans un quartier. Clairement, c'est une question de territoire. On arrive sur place, on voit que c'est assez tendu. Vous contrôlez des personnes qui en ont ras-le-bol de se faire contrôler. Au bout d'un moment, ça va faire un clash. Les 4 policiers qui nient totalement le viol en réunion sont toujours entendus par la police des polices. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Si on devait se conformer seulement au code pénal, on ferait beaucoup moins d'affaires. On va pas faire appel à la brigade de criminalité ou à la police pour célébrer un mariage. Les bons moments, les bons côtés des gens, on les partage pas en fait. Le casseur, le black bloc qui me jette un cocktail Molotov, je sais ce qu'il veut. Il veut tuer un flic. 2 000 € par mois pour se faire brûler la gueule, je laisse ça à quelqu'un d'autre. La haine, c'est tout. Parfois on a envie de se faire justice soi-même, tout simplement. Il a suffi qu'il me saisisse le bras et que je comprenne que j'allais péter les plombs. C'est ma rage qui s'est exprimée, c'est pas 2-3 coups qu'il a pris, il a pris le maximum. Personnellement, je me suis dit, là, ça va être le clap de fin. Là. Les cris, les douleurs, les cadavres, ça vous change une vie. Là, j'ai plus d'autre choix. Si je réagis pas, j'y passe. La violence. Très peu de policiers acceptent de la raconter. Agressions, embuscades, attaques terroristes, dérapages et bavures. Elle fait pourtant plus que jamais partie de leur quotidien. Comment les policiers gèrent-ils cette violence? Celle qu'ils côtoient dans l'exercice de leur métier, celle qu'ils subissent, celle qu'ils ont en eux, comme tout être humain et qui parfois déborde. Cinq d'entre eux ont accepté de se confier, de laisser parler l'homme sous l'uniforme. Des témoignages rares, sans autocensure, avec leurs mots, leur jargon parfois. Certains le font à visage découvert, beaucoup ont préféré être anonymes. Parce qu'ainsi, ils osent se lâcher. Parce qu'ils s'expriment souvent sans l'accord de leur hiérarchie, mais aussi parce qu'ils se sentent aujourd'hui des cibles. Cibles des délinquants, des casseurs, des terroristes. Ces hommes de terrain seront désignés par des pseudonymes. Lima, Sierra, Alpha, Roméo et Oscar. Des surnoms inspirés de l'alphabet radio utilisé par la police. Roméo est un flic de terrain depuis 10 ans. Il fait partie d'une brigade anticriminalité, une BAC. Avec son unité, il traque la délinquance, en sillonnant les zones difficiles de banlieue parisienne. Les affrontements avec les jeunes de ces quartiers font partie de son quotidien. J'étais en patrouille, en plein cœur d'une cité.
Et j'aperçois 2 mecs gantés, cagoulés, casqués, en noir, sur un scooter de gros cylindrée noir. Je me dis, ça peut être intéressant de travailler dessus parce qu'on peut avoir d'ici une demi-heure un flash radio qui nous explique qu'il a été commis un braquage sur telle ou telle commune. Je décide de suivre ce scooter et qui, en finale, bombarde en plein cœur d'un quartier en brûlant tous les feux tricolores et s'engage sur un axe routier assez important. C'est vendredi soir, 19h, la plupart des Franciliens et des Parisiens rentrent chez eux ou quittent Paris. Donc c'est beaucoup de monde sur la route. Le scooter décide de faire demi-tour. On a pris la décision de faire demi-tour sur l'autoroute et de suivre le scooter. Il y avait des voitures qui arrivaient à vive allure en face. On a pris des risques inconsidérés, lui comme nous. On est reparti dans le quartier, le mec essaye de nous semer, et ça s'est fini, il lâche le scooter dans une cité, et je pars à la courette derrière. Donc évidemment, là, ce qu'on appelle chez nous l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'on se focalise que sur le mec à interpeller. Quand il y a tout ce stress, de l'intervention, du contresens, de l'énervement, et que je dois rattraper le type, il y a forcément beaucoup d'adrénaline. Et quand le type se cache dans un endroit et puis au final se retourne pour pouvoir me mettre un premier coup de poing, bah c'est lui ou moi quoi. C'est une bagarre. C'est une bagarre et puis qui dit bagarre dit forcément rien de propre quoi. J'ai pris beaucoup de risques ce jour-là, donc entre guillemets il va falloir qu'il me paye quoi. C'est ma rage qui s'est exprimée, c'est pas 2-3 coups qu'il a pris. Il a pris le maximum, quoi. Puis c'est quelqu'un qui a dû me séparer. Le jeune homme que Roméo avait déjà interpellé s'en sort avec un nez cassé, le visage brûlé par le gaz lacrymogène et des ecchymoses. En tout, 21 jours d'interruption de temps de travail. Il porte plainte pour coups et blessures. Roméo n'est pas poursuivi. Il reçoit une lettre d'avertissement du procureur de la République. Ce jour-là, ça a dérapé. C'était peut-être la fois de trop. En fait, j'avais perdu mon père quelques semaines avant. Et donc, c'est beaucoup d'émotions qui étaient refoulées en moi, en fait. Beaucoup de colère. Et peut-être, je pense que sur l'instant, ça a été un défouloir. Le fait d'avoir attrapé le mec, ça a été... disons qu'il était peut-être pas là au bon endroit et au bon moment, quoi. Il est peut-être pas tombé sur le policier le plus zen, quoi. Rien ne se justifie avec le recul. Il n'y a pas de graduation dans la bêtise. Il n'y a pas de petite bêtise, il y a une bêtise. Alors, est-ce que je le regrette? Oui. Est-ce que sur l'instant T, j'aurais pu faire différemment? J'ai pas la réponse. J'ai toujours voulu devenir policier. En primaire, en maternelle, j'avais une petite étoile que j'avais achetée là, à Festifette et puis un petit pistolet dans la poche et je faisais des ronds dans la cour de récréation. Voilà. Je surveillais s'il n'y avait pas de bagarre. J'allais voir la personne qui pleurait, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé et de régler les problèmes. Voilà. Roméo a grandi en Bretagne. Il y revient régulièrement pour se ressourcer. Ces derniers temps, on a subi une grosse pression et une augmentation de la violence. Et dans cet endroit, il n'y en a pas. J'avais dans l'idée de changer les mentalités. Bon, c'était un rêve de gamin.
Mais au quotidien, c'est vraiment la misère quoi, du monde que je traite, en fait, tout simplement. On est toujours sur la lie de la société. On va pas faire appel à la brillante criminalité ou à la police pour célébrer un mariage ou quoi que ce soit. Les bons moments, les bons côtés des gens, on les partage pas, en fait. Le problème, il est là, c'est qu'on voit le mauvais côté des choses. Donc à force, ça use. Quand je suis rentré, je voulais sauver le monde. Et au final, je me rends compte que je suis un simple éboueur qui ramasse les déchets dans la rue, quoi. À 25 ans, Sierra est gardien de la paix. Lui aussi, en banlieue parisienne, dans une brigade de police secours. C'est la police de l'ordinaire, appelée pour les différends familiaux, les accidents de la route, les tapages. La banlieue, c'est là où on voit qu'il y a une petite et moyenne délinquance qui sont nuisibles à la vie de tous les jours, au quotidien des gens. On rentre pas comme ça dans un quartier. Clairement, c'est une question de territoire. On est chez eux. Ils le disent bien. Si on l'a pas compris, ça va faire vraiment bizarre de rentrer dans une cité, parce que là, c'est un choc. Donc, à partir du moment où on est là, on est l'ennemi. Donc, ça se répercute comment? C'est des insultes, c'est des jets de projectiles. Je me rappelle une fois, je conduis, on me demande de passer parce qu'il y a un rodéo dans une jupe. Je passe, et d'un coup, tout se passe bien. On faisait juste une physionomie, on part. Et là, pare-brise arrière. Sierra et ses collègues reçoivent l'ordre de ne pas répondre à ce jet de pierre. Sa hiérarchie veut éviter l'émeute. Une décision que le jeune policier ne comprend pas. J'ai envie de retourner, forcément. Ah, moi, je m'en fous de faire la guerre. Hein. Moi, je m'en fous complètement. Il faut rentrer dans l'art, il faut y aller. Pour leur faire comprendre que il faut qu'ils craignent un petit peu, à minima, la police quand ils font des conneries. Ouais, ben, il va falloir le faire. Ils veulent passer s'interpeller, ben, on interpelle. S'il faut mettre des gifles, il faut mettre des gifles. Voilà. Mais bon, on est en France, et c'est très mal vu. Très très mal vu de mettre des gifles. Le jeune flic a découvert les cités d'Île-de-France il y a un peu plus d'1 an. Il a grandi très loin de là, dans le sud. Mais pour la police, il a accepté de quitter son petit village du Gard et ses amis, au nom d'un idéal. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais que tout le monde vive en sécurité, puisse sortir quand ils veulent, savoir qu'ils vont pas se faire agresser, pouvoir savoir que je suis utile à quelqu'un. Ça me donne, on va dire, un sens à ma vie. Comme lui, 80% des nouveaux gardiens de la paix sont mutés en Île-de-France, dans les zones les plus tendues. C'est ici qu'il découvre le métier après 10 mois d'école de police. Souvent, certains sortis d'école sont un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas l'encadrement suffisant pour les, entre parenthèses, les driver et les former, quoi. Donc malheureusement, certains se forment eux-mêmes. Oscar est brigadier-chef en BAC départemental. Une super BAC composée de policiers plus expérimentés. Avec ses 18 ans de métier, il a pris du recul et assume un discours parfois critique envers ses collègues et l'institution. J'ai déjà eu un stagiaire dans mon véhicule. La première chose qu'il me dit, c'est bon, alors ce soir, on va où? On va dans quelle cité? Alors, on est un peu surpris parce que je lui dis mais ça marche pas comme ça. Pourquoi tu dis oui, mais là vous êtes là pour on va rétablir l'ordre, on va dans les cités. Oui, on ira rétablir l'ordre si c'est nécessaire. On ira dans tel ou tel endroit si c'est nécessaire, mais on ne va pas aller mettre de l'huile sur le feu alors qu'il n'y a pas besoin. J'ai eu la chance de commencer en province et d'être encadré par des anciens qui, hop là, doucement, essayent qui nous freinaient. Même si on a plein d'envie, on a plein de choses à faire, pas forcément foncer tête baissée. La BAC départementale intervient en soutien des policiers locaux, souvent des jeunes, quand ils ont besoin de renforts. On arrive dans un secteur, il y a eu des débordements. On nous annonce, oui, individu qui court. Oui, mais il a fait quoi à la base? Il court, c'est bien, mais nous on va interpeller un mec, il court. Ouais, et il court. Le problème, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas interpeller ou priver de liberté telle ou telle personne si on n'a pas un motif réel de l'interpeller. J'ai conscience d'être un chien fou. J'essaie de me contenir, mais je suis content qu'il soit là, quand même. Les anciens?
Hein? Des fois, je partirais en courant pour rien. Alors que des fois, ils me disent non, mais ça sert à rien. Si en début de carrière, j'ai pas la motivation, je l'aurai jamais. Voilà. Là, je suis dans l'âge où forcément j'ai de l'énergie, je suis jeune, j'ai envie de manger, j'ai envie de travailler. Moi, quand je vois ça un peu de mon œil un peu extérieur et avec mes années de service, c'est deux clans qui s'affrontent et qui s'opposent pour des fois juste un regard, le fait de passer, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur mon territoire. Des jeunes dans un véhicule, là les jeunes policiers vont dire oui mais on va les contrôler, ils ont l'air bizarres. Alors des fois à la base c'est juste 4 jeunes ou 5 jeunes dans un véhicule qui font que passer. Dans cette lutte de territoire, beaucoup de policiers comme Sierra et Roméo ont le sentiment d'avoir toujours affaire aux mêmes jeunes, de travailler en vain. Ils dénoncent une justice trop laxiste. Des fois, j'interpelle des gens, ils ont 18, 20, 25 ans. Ils ont 10, 20, 30, 40 faits déjà à leur actif. 40 faits où ils se sont fait interpeller déjà. Et ces mecs, ils sont encore dehors. Et en fait, c'est là que je me dis qu'il y a... Je sais pas, il y a une couille quelque part. Les mecs n'ont pas le sentiment d'être punis. La plupart des mecs, ils ont les bracelets aux mains, mais ils rigolent. Ils s'en foutent. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse? Le lendemain, ils recontinuent. Les juges répondent, statistiques à l'appui, qu'il n'y a jamais eu autant de détenus. Ces 20 dernières années, leur nombre a augmenté presque 2 fois plus vite que la population. Parfois, on a envie de se faire justice soi-même, tout simplement. Donc voilà, je récupère le téléphone portable du mec, et les petits téléphones là, prépayés qui se servent pour prévenir de la police. Et ben, par exemple, je le balance dans une bouche d'égout. Voilà, ça c'est le geste. Si je suis filmé à faire ça, ben, ma carrière c'est terminé, quoi. Parce que c'est plein de trucs juridiques derrière. On est censé être toujours irréprochable, mais c'est impossible. Ça fait partie, une fois de plus, je dis, du jeu, quoi. Donc voilà. C'est impossible d'être lisse. C'est impossible. C'est pas pour ça qu'on a un mauvais policier ou un mauvais mec. Hein. C'est juste que un avertissement plus un avertissement sans suite, eh ben, on se fait justice soi-même. J'avais déjà interpellé des individus qui étaient menottés dans mon véhicule et ces individus avaient lancé des projectiles sur des bus de la RATP, sur des véhicules de familles, de particuliers qui se trouvaient dans le secteur. L'individu menotté dans notre véhicule, un collègue ouvre la porte et frappe mon individu. Et là, on réagit tout de suite et dit non, il est sous ma responsabilité, c'est mon interpellé, stop, on va le ramener, il sera certainement placé en garde à vue, mais voilà. Des jeunes flics qui perçoivent les quartiers difficiles comme des zones d'affrontement, des territoires à reconquérir. Le travail de la police en banlieue a été profondément refondé il y a 15 ans. La venue de Nicolas Sarkozy à Toulouse hier n'avait rien d'une visite de courtoisie. Sur 10... En février 2003, le ministre de l'Intérieur met fin à la police de proximité. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. La consigne est claire. La police doit reprendre le contrôle des cités et obtenir des résultats. Chaque service a désormais des objectifs de procès-verbaux et d'interpellation à réaliser, avec prime à la clé. Jusqu'à 41 000 € par an pour un commissaire divisionnaire. Aujourd'hui, on est soumis à une politique du chiffre, même si personne ne veut en parler. Quand j'avais posé la question à un patron s'il préférait faire un mec à 2 kilos de drogue ou 10 mecs à 1 gramme, sa réponse était 10 mecs à 1 gramme. Parce que pour lui, ça fait 10 faits élucidés, 10 interpellations. Donc c'est ce qu'il peut présenter à son directeur et il passe pour un bon commissaire. Maintenant, clairement, pour un policier, c'est beaucoup plus intéressant de faire 2 kilos sur un mec. Mais pour ça demande de la réflexion, ça demande des planques. Ça demande tout un dispositif qui prend du temps. Et puis pour un patron, c'est pas intéressant. Le jeune Sierra a intégré cette culture du résultat.
jusqu'à prendre parfois des libertés avec la procédure. Un soir, on contrôle un véhicule. Quand les gens ils sont usagers de cannabis, ça se sent. Il y a toujours une forte odeur dans le véhicule. Du coup, on lui demande ses papiers, on fouille le véhicule, on trouve du stup dans le véhicule. Normalement, on n'a pas le droit de fouiller le véhicule. En fait, pour faire une fouille de véhicule, il faut que ce soit un officier de police judiciaire qui le fasse. Donc, c'est long, il faudrait l'appeler à chaque fois qu'on contrôle un véhicule et qu'on soupçonne qu'il y a du stup. La nuit, il n'y a pas 40 000 officiers, on n'a pas de temps à perdre. Pour éviter ça, on fait quand même la fouille du véhicule. Nous, sur la procédure, on nous dit qu'il nous a remis spontanément le sachet. Pour que le conducteur ne conteste pas cette version des faits, Sierra et ses collègues allègent le délit. Du coup, on va le mettre juste en usage de stupéfiants. Et pas en conduite sous l'emprise de stupéfiants. Si on devait se conformer seulement au code pénal, on ferait beaucoup moins d'affaires. Voilà. C'est... comment expliquer une accommodation? S'accommoder pour mieux travailler. On a tous nos péchés. Le mien, c'est d'aller trop vite. Aller trop vite et partout. Mais j'adore. Moi j'adore, c'est rouler vite. Rouler vite, pencher, les virages. C'est là que je prends mon pied. Et je me sens vivant, moi. Je ne me vois pas vivre paisiblement, à respecter tout, parce que la loi me le dit. J'ai pas envie de me dire plus tard, merde, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, t'as pas profité, t'as pas vécu. Ouais, pour moi, ça fait partie des inégalités tolérées. Faire du chiffre. Pour multiplier les petites affaires, certains flics de terrain usent d'une procédure qui attise les tensions avec les jeunes des cités. Le contrôle d'identité. Chaque contrôle aujourd'hui est compliqué. Aujourd'hui, si on met pied à terre, on descend, on va voir le mec, c'est impossible que ça se passe bien. Les contrôles d'identité sont encadrés par le code de procédure pénale et le code de déontologie des forces de l'ordre. Les jeunes recrues comme Sierra les apprennent à l'école. On nous apprend le positionnement, qu'il faut être courtois. C'est ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. On nous dit de faire des palpations quand elles sont nécessaires. Et si on sent quelque chose de dur, machin, on dit qu'il faut pas aller le chercher. Il faut lui demander de le sortir d'abord. Sauf si on sent directement que c'est une arme. Si par exemple, ils nous ont présenté une pièce d'identité, on n'a plus le droit de les palper. Pour Sierra, il est nécessaire d'adapter ces règles aux situations particulières du terrain. Quand vous contrôlez, vous êtes dans un quartier, le monsieur ne se laisse pas forcément faire, il est toujours en train de bouger, il veut pas rester en place. Vous passez un peu près de son sexe, il est pas content, donc du coup, ça commence à chauffer un peu. Ma théorie, c'est que je me calque sur l'attitude de l'individu que je contrôle. S'il est courtois, je serai courtois, s'il est con, je serai con. Et tout le monde le sait que je peux être un gros con. De plus qu'on a la loi avec nous, donc on a toujours moyen de trouver une bricole, que ce soit pour taper au portefeuille, ou si un individu, par exemple, il n'a pas sa pièce d'identité, on peut le ramener 4 heures au poste pour une vérification. On peut lui faire perdre sa soirée. C'est pas parce qu'une personne nous insulte, notamment,
que vous allez l'insulter. Ça sert à rien. Ça c'est pas parce que cette personne vous en veut et qu'elle est en colère que vous devez aussi vous mettre à son niveau. À un moment, des fois, on en a marre, il y a un jour où on est mal du nez. On me dit enculé de clic. Je lui dis casse-toi, enculé, quoi. On est tous un peu primaires, hein, quand même. Hein. Au bout d'un moment, on sature et on découpille. Officiellement, en France, il n'y a aucune statistique sur le nombre et les critères des contrôles d'identité. Mais selon le défenseur des droits, les jeunes hommes d'origine africaine et maghrébine ont 20 fois plus de probabilité de se faire contrôler que le reste de la population. Ouais, mais je comprends tout à fait le malaise qu'ils ont de se faire tout le temps contrôler. Mais moi, il y en a, je contrôle tout le temps et pourtant, ils continuent à faire des conneries. Voilà, c'est pas parce qu'on connaît les gens qu'ils sont forcément blancs comme neige. Hein. On se plaint d'un certain racisme dans la police. On se plaint qu'on contrôle toujours les mêmes. Mais je suis désolé, mais moi, depuis que je travaille dans des quartiers où majoritairement, il y a des gens issus de l'immigration. Si je ne dois pas contrôler des gens issus de l'immigration, je contrôle qui? Je fais pas mon travail. Et si je fais pas mon travail, la population va me le reprocher. Vous contrôlez des personnes qui on aura le bol de se faire contrôler. Donc au bout d'un moment, elles sont tendues. Là-dessus, vous rajoutez des fonctionnaires de police qui veulent mener à bien leur contrôle et qui, en fonction de tel ou tel événement, peut avoir une certaine tension. Vous avez 2 zones de tension. Au bout d'un moment, ça va faire un clash. 4 policiers ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de viol en réunion. Les faits se seraient déroulés jeudi lors d'un contrôle dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les précisions Hakim Abdelkalek, Adrien Acco. Théo, un jeune footballeur de 22 ans, est hospitalisé ici dans la région parisienne depuis sa violente interpellation. Il est 17h jeudi soir quand 4 policiers l'appréhendent après une altercation dans la cité de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois. Que s'est-il passé ensuite? La famille accuse les 4 policiers d'avoir violé Théo à l'aide d'une matraque. Les 4 policiers qui nient totalement le viol en réunion sont toujours entendus par la police des polices. Suite à cette blessure, Théo est opéré. Il passe 2 semaines à l'hôpital et se voit prescrire 60 jours d'ITT. Le contrôle de Théo Luaka devient l'affaire Théo. Des émeutes éclatent dans plusieurs banlieues de Paris et de province. 245 personnes interpellées en 10 jours. La police dans son ensemble est mise en accusation. On ne peut pas défendre l'indéfendable, mais toujours est-il que pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça qui est dur à gérer, autant pour nos collègues qui sont mis en cause, que pour les jeunes qui demandent des réponses. Donc, en attendant que la vérité soit enfin dévoilée, les tensions persistent. En Seine-Saint-Denis, la tension ne redescend pas. 5 jours après le contrôle de Théo, l'unité d'Oscar est appelée en renfort pour calmer le jeu. Lors d'un contrôle de jeunes individus dans un hall d'immeuble, une mère de famille ayant entendu le bruit suite à l'intervention était descendue pour prendre des nouvelles de son fils qui était en train de se faire contrôler. Là, certains des collègues locaux l'ont repoussé en lui disant « rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire, machin truc », de manière assez vive, alors que cette personne, à la base, n'agressait personne, elle voulait juste savoir ce qui se passait. Je regardais un peu cette scène qui, à un moment, est devenue un peu surréaliste. Et je leur ai dit « mais attendez, là, on va se calmer. » Cette mère demande juste ce qui se passe. Donc on explique à cette dame, calmement, qu'on est en train de procéder à un contrôle, qu'à l'issue, son fils, s'il n'y a rien, pourra rentrer chez lui, et que tout se passe bien, et qu'il ne faut pas rajouter de l'excitation à l'excitation. Et puis, pas forcément voir que des territoires de délinquance. Il y a aussi des gens qui vivent dans ces secteurs et qui ne demandent rien à personne, qui demandent juste à vivre en paix. Donc c'est pas parce que c'est une personne jeune, de telle ou telle couleur, de telle ou telle origine, que c'est forcément un ennemi, loin de là. Pour l'instant,
Parmi les 4 policiers qui ont contrôlé Théo, un est mis en examen pour viol, les 3 autres pour violence. En France, il n'existe aucun chiffre officiel sur les violences policières. En revanche, le ministère de l'Intérieur comptabilise les policiers blessés et tués en mission. Leur nombre a augmenté de 25% entre 2010 et 2015. L'attaque qui s'est produite à 14h45 a été d'une rare violence. Une dizaine d'individus, cagoulés, s'en sont pris à des policiers qui se trouvaient dans leur véhicule. Ils ont cassé les vitres des 2 véhicules qui étaient présents, avec 2 fonctionnaires dedans, dans chaque véhicule. Ils ont projeté des cocktails Molotov à l'intérieur et il semblerait, sur les éléments que j'ai, d'après les éléments que j'ai, il semblerait qu'ils aient tenté de bloquer la sortie de mes collègues en bloquant les portières. Là, le fait de vous attaquer alors que vous êtes en point fixe, avec des cocktails Molotov et de bloquer les portes, là on a franchi une étape qui fait peur, qui laisse songeur. Finalement, les 4 agents ont réussi à s'extirper de l'habitacle. Ils sont tous blessés, mais 2 très grièvement, brûlés au niveau des bras et des mains. Lorsqu'ils ont été pris à partie, ces policiers étaient en train de patrouiller dans la Grande Borne, un quartier réputé sensible. Ils étaient sur zone pour protéger une caméra de vidéosurveillance installée récemment au niveau d'un feu rouge où sévissent régulièrement plusieurs délinquants. C'était 4 collègues que je connaissais qui étaient en point fixe à côté d'une caméra. Et je vois pas l'intérêt de rester en point fixe 8 heures à côté d'une caméra. C'est plus dangereux pour eux-mêmes en fait, parce qu'on est en infériorité numérique face à des mecs déterminés qui sont là pour en découdre. J'ai eu un sentiment de colère, de stupéfaction, surtout que quelques jours avant, j'étais déployé avec mon unité sur ce secteur en sécurisation de cette fameuse caméra. Et on était aussi là pour protéger nos collègues locaux qui, eux, étaient au plus près de la caméra. Sentiment de colère, que les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites. C'est quand même 4 vies, quoi. C'est des mères de famille, c'est des pères de famille, c'est des frères, c'est des sœurs qu'on voit brûler. Alors une fois de plus, la population a soutenu et s'est sentie policier l'espace de 48 heures. Ça crée une certaine émotion dans les foyers, mais à côté de ça, rien ne change, quoi. Rien ne change, on n'est pas formé à se faire brûler la gueule, hein, je suis désolé, mais 2000 € par mois pour se faire brûler la gueule, ou se faire tirer dessus, ou tirer sur quelqu'un, moi je laisse ça à quelqu'un d'autre. Hein. Cette attaque fait basculer les policiers de la grogne à la colère. Le 17 octobre 2016, plus de 500 d'entre eux bravent leur devoir de réserve pour crier leur ras-le-bol. Ils marchent sur l'Élysée. C'est un sacrifice d'avoir quitté ses amis, ses proches, sa famille, et de tout mettre à plat pour cette passion qui, au final, se détériore petit à petit. Il y a un moment, on se réveille, on se dit bon bah, la trentaine est passée, je vis dans un clapier à lapin, je mets un tiers de mon salaire là-dedans. On voit ses amis autour de soi qui ont construit une famille. Bon, moi je me dis, est-ce que je me suis pas trompé, quoi? Est-ce que je me suis pas trompé? Ces policiers défilent contre le manque de moyens, l'épuisement. Plus inhabituel, ils dénoncent la violence dont ils sont les victimes. Les collègues qui brûlent dans des voitures, les flics attaqués dans les mouvements sociaux du printemps 2016. À 44 ans, Lima aime l'adrénaline. En sortant de l'école, il est très bien classé. Il choisit son affectation, il sera CRS. J'étais attiré par l'esprit collectif,
le travail en groupe et par les déplacements aussi. Voyager à travers toute la France, changer de mission, changer de ville, changer de secteur, ça m'intéressait beaucoup. C'était très prisé parce que ça permettait aussi pour les personnes qui habitaient loin de leur secteur d'affectation, d'avoir ces longues périodes de repos où on peut rentrer chez soi. Il y a le côté financier aussi, on a nos primes de déplacement, nos indemnités. « 20 ans plus tard, il continue à s'entraîner pour être affûté. Mais l'enthousiasme est retombé. L'année 2016 a été particulièrement compliquée. L'état d'urgence, les manifestations contre la loi travail. Avec sa compagnie basée à Lyon, Lima a fait 220 jours de déplacement, au lieu de 140 auparavant. Les collègues blessés, les collègues fatigués, les missions de plus en plus dures, les manifestations de plus en plus dures. On est maintenant dans la dure réalité. Tout le monde déteste la police, repris en chœur par des centaines de personnes qui le scandent devant vous. Et dans les faits, on peut voir qu'à la première occasion, ils vont essayer de passer à l'acte. Oui, ça nous pèse, ça nous pèse. Avec plus de 850 autres CRS et gendarmes mobiles, ce 28 avril à Paris, Lima est chargé d'encadrer un défilé contre la loi travail. 15 000 manifestants selon la police. Ça va être chaud pour nous. On sait qu'il y a de grosses possibilités que ça dégénère, parce qu'on nous annonce à la radio la formation d'une nébuleuse de 300 casseurs, 300 clients pour nous. J'espère intervenir. Enfin, je veux intervenir. Si je peux empêcher un groupe de casseurs de mettre le feu à un bâtiment public, de piller des magasins, clairement, je veux être dans la section, dans le groupe, dans la compagnie qui intervient, clairement. Lima, à la tête d'une section de 17 hommes, est à l'avant du cortège. Après 2 heures de défilé, les CRS reçoivent l'ordre de s'arrêter et de faire stopper la manifestation afin qu'elle reste compacte. Et là, on sait que voilà, c'est parti. Très rapidement, le groupe de casseurs a remonté la manifestation, est venu pousser les manifestants. Et voilà, on s'est fait enfoncer. On prend des pavés. On a reçu des objets qu'on n'a pas pu identifier, des explosifs qui ont brisé la visière d'un collègue, qui ont arraché les épaulettes de la coque de protection d'un autre, qui les ont blessés. Sur mon groupe, j'ai eu 4 collègues qui ont été blessés avec un impact, quelque chose qui a explosé au niveau de nos têtes. Dans la violence de la charge, une partie de la compagnie se retrouve à la merci des casseurs. J'ai pu rejoindre avec mon groupe, aller renforcer le reste de la compagnie qui était bloqué, littéralement contre un mur et pris d'assaut par des dizaines de casseurs. C'est là qu'il y a eu lieu une très forte explosion que je ne vois pas mais que j'entends sur ma droite. Ça s'avérait être un engin explosif improvisé qui a été lancé au pied des collègues et qui allait littéralement exploser et a très fortement blessé ce collègue qui tenait un bouclier, là, qui était donc en première ligne.
C'est quasiment des applaudissements, enfin des hurlements de joie quand la bombe a explosé auprès du collègue. Le groupe s'en sort grâce à des renforts qui dispersent les casseurs à coups de gaz lacrymogène. La soixantaine de CRS parvient à se replier dans une petite rue perpendiculaire. Je me dis vraiment, j'ai eu chaud. On a eu chaud, sur la section. J'ai peur à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais prendre sur la fin de la manif? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, j'ai peur vraiment, honnêtement, en voyant l'état des collègues. La manifestation se termine 1 heure plus tard, avec de nouvelles échauffourées place de la Nation. Les forces de l'ordre déplorent un nombre inhabituel de blessés dans leur rang. 9, dont 2 dans la section de Lima, un CRS en urgence absolue. Moi, je suis révolté par le fait que l'on s'en prenne aux forces de police. On a de la chance dans notre pays d'avoir le droit de manifester. On peut être contre une loi, on peut être pour le changement ou contre le changement. On a le droit et c'est un beau droit de manifester, de s'exprimer. Mais ça dépasse carrément le cadre de l'expression. Pour moi, c'est un débordement inacceptable de jeter des pavés, des cocktails Molotov sur des policiers. Je sais ce qu'ils veulent, ce que veut le Black Bloc qui me jette un cocktail Molotov, je sais ce qu'il veut. Voilà. Il veut tuer un flic. Au printemps 2016, les grandes places parisiennes sont le théâtre d'affrontements particulièrement violents. Les policiers sont mobilisés quotidiennement. Avec son unité, Oscar est lui aussi appelé pour des missions de maintien de l'ordre en appui des CRS. Notre unité, on a été déployé au moment des Nuits debout, place de la République. Et un soir, pas mal de personnes étaient sur la place et on sentait une atmosphère électrique. On sentait que à tout moment, ça pouvait partir. Mais les ordres sont formels. Il ne faut pas intervenir. Eh ben, au lieu d'aller directement interpeller les premiers fauteurs de troubles et calmer la situation d'entrée, on a attendu, que ce soit les unités départementales, les gendarmes mobiles, les CRS, les CI, tous les effectifs qui étaient déployés sur ce secteur, aucun ordre n'a été donné d'intervenir. Ce qui devait arriver arriva. Il y a un moment, il y a eu un tel déchaînement de violence, on nous a dit, maintenant, il faut rétablir l'ordre. Le problème, c'est que quand vous arrivez à 21h et qu'on vous donne l'ordre, il est minuit et demi, ça fait 3h30 que vous attendez. Le fait de nous restreindre et de nous bloquer, certains collègues peuvent avoir des moments de frustration, de colère. Et tôt ou tard, ça peut aussi mal tourner. Durant cette vague de contestation, Nuit debout, loi travail, 48 enquêtes judiciaires sont ouvertes pour des violences policières. Je ne suis pas un robot, mais je dois agir comme un policier professionnel. Les gens attendent la perfection d'un policier. C'est très difficile parce que j'ai mes soucis personnels, j'ai mes soucis professionnels, j'ai ma vie, j'ai mon ressenti, j'ai mes moments de fatigue, j'ai mon moment de ras-le-bol. La perfection chez nous, non, elle n'existera pas. Lima a pris conscience de ses limites lors d'une manifestation contre le CPE, le contrat première embauche, en 2006. Toutes nos interventions, ça a commencé à peser et sur une dislocation de manifestation à Place de la République, on a été accrochés par une bande d'anarchistes qui traînaient en fin de cortège. Et on s'est retrouvés un peu entre deux feux, entre d'une part des groupes de jeunes qui se trouvaient sur la place,
et qui nous caillassaient, et d'un autre côté, ce groupe d'anarchistes qui s'est violemment pris à nous. Et c'est là où j'ai failli avoir le mauvais geste. J'étais prêt à frapper quelqu'un, oui. Ouais. D'être submergé par la haine, par la colère, par ce sentiment de ras-le-bol, que oui, j'ai eu envie, à ce moment-là, de faire cesser complètement ces accès de violence contre nous. C'est lâcher tout ce qu'on a gardé, tout ce qu'on a encaissé, c'est lâcher d'un coup avec des mauvais gestes, des mauvais coups, oui. Et on sait qu'on peut faire très mal avec notre entraînement, avec notre équipement. Ouais. C'est un collègue qui me bloque le bras, oui. Et donc là, de suite, en 2 secondes, la pression redescend. Il a suffi qu'il me saisisse le bras et que je comprenne que j'allais péter les plombs. Et heureusement, j'ai pas commis pour moi l'irréparable. Ça peut arriver, hein, même chez nous, de sentir qu'un collègue, des fois, va aller au-delà de ce qu'on lui demande. Va se sentir, va péter un câble. Et c'est là que c'est important quand on travaille en équipe, de sentir le malaise ou la colère de notre collègue et d'arriver à le freiner. D'arriver à le freiner et de lui faire comprendre qu'il va dépasser les bornes. Le moment reste, il revient régulièrement. Et je veux le garder en mémoire, je ne veux pas l'oublier, surtout pas l'oublier, parce que c'est un moment où ma vie a failli basculer, où j'ai failli à mes collègues, à mon travail, à ma formation, à mon expérience, à tout ce pourquoi je me suis engagé. C'est un échec, c'est un moment qui reste pour moi un échec, et donc je veux garder cet échec en mémoire pour ne pas avoir à le revivre. Face à ce trop-plein de violence, la plupart des policiers restent seuls avec leur malaise. Rares sont les unités comme celle d'Oscar, où le dialogue est possible. Dans certains endroits, c'est certainement difficile de parler de cette violence, mais je sais que nous sans dire qu'on est parfait, loin de là, mais je sais que dès qu'on a vécu un moment difficile, quelque chose de très violent, on essaye de faire des briefings, libérer la parole. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dire, même moi il m'est déjà arrivé de me dire, là j'ai pas été bon, là j'ai fait n'importe quoi, mais il faut que ça serve, et que la prochaine fois ça se reproduise pas. Ceux qui le veulent peuvent aussi se tourner vers l'un des 82 psychologues de la police. Mais se confier est encore tabou. Admettre que l'on va mal, que l'on perd pied ou que l'on a failli peut être vécu comme un aveu de faiblesse. Roméo a échappé de peu à la mort. Sur le moment, il n'a pas souhaité voir de psychologue. Aujourd'hui, il reste profondément marqué par cet épisode. C'était il y a quelques mois. Après une longue course-poursuite, il tente de bloquer un chauffard en délit de fuite. On met la voiture en travers, on sort, et puis on braque le mec en lui demandant de s'arrêter là, et puis là, il met un temps d'arrêt, il rigole, et il fait crisser les pneus pour me foncer dessus. Donc j'ai pas le choix, là, c'est que je saute et je tire un coup. La balle traverse le pare-brise et se loge dans le volant. Roméo évite de justesse la voiture. L'homme reprend la fuite avant de se faire interpeller par une autre patrouille de police. C'est l'instinct, quoi. C'est l'instinct de survie qui en une fraction de seconde, opère. Je sors mon arme pour me sauver la vie. Jamais, il n'y a que 007 qui sort son arme pour tuer, c'est pas mon cas. Le but n'est pas de tuer quelqu'un, le but est de se protéger. J'ai pas eu le temps d'avoir peur sur l'intervention. Par contre, après, je me suis dit, et si à 1 millimètre près, la cartouche était rentrée, et si le coup de volant avait été fatal pour moi, ça c'est après, pas sur l'instant. Mais là, ça fait réfléchir. C'est un message quand même qui est envoyé. Peut-être qu'il faut faire autre chose. Suite à cette intervention,
Roméo prend la décision de quitter la voie publique. Le risque de se faire tuer en service est plus présent encore dans l'esprit des policiers depuis 2015. Charlie Hebdo, Montrouge, Hypercacher, Bataclan, à chaque attaque, ils sont en première ligne. Le 13 novembre 2015, Oscar est parmi les premiers à arriver devant le Bataclan. Avec son unité, ils essuient des tirs de Kalachnikov pendant de longues minutes. La scène a été filmée. Oscar assiste, impuissant, à la mort de plusieurs dizaines de personnes. Ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là, c'est qu'il y a un moment, notamment lors de la première rafale, personnellement, je me suis dit, là, ça va être le clap de fin. Là, on va pas y arriver. Et justement, je sais pas si c'est l'instinct de survie, mais votre esprit reprend le dessus et vous dit, non, 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 ça sera pas ce soir, là, il faut qu'on trouve le moyen de se dégager de là. Se faire tirer dessus à l'arme de guerre, c'est loin d'être anodin. Et tout l'environnement, les cris, les douleurs, les cadavres, le nombre de cadavres, quoi. Ça vous change une vie, quoi. Vous voyez plus les choses de la même manière. La sophrologie, pour moi, c'est très important. Ça m'a aidé à canaliser beaucoup de stress. Ça vous libère l'esprit, ça vous permet d'être beaucoup plus en phase avec vous-même. Oscar est né il y a 43 ans, en Martinique, au pied de la montagne Pelée. Il a longtemps hésité entre une carrière d'athlète et la police. Aujourd'hui, même s'il est profondément marqué par le 13 novembre, il ne regrette pas son choix. À aucun moment, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. À aucun moment, je me suis dit, même si vous pouvez avoir des périodes de doute, au contraire, il faut que je sois encore plus présent. Dans un premier temps, les attentats terroristes rapprochent les Français de leur police. Lima a vécu une scène inattendue. Comme une parenthèse sur la place de la République à Paris. Un couple d'une vingtaine d'années vient nous voir pour nous remercier, nous demander comment on est équipé, qu'est-ce qu'on doit faire face aux terroristes, qu'est-ce que la police peut faire, qu'est-ce que l'État peut faire, nous poser des questions sur notre quotidien. J'ai ressenti, voilà, pour des premières fois que des gens s'intéressaient à notre métier. En 20 ans de carrière, oui, c'était bien la première fois qu'on me remerciait autant. Je me suis fait la réflexion avec les collègues en disant faut en profiter des remerciements parce que ça ne va pas durer. Après cette série d'attaques terroristes, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, annonce plus de moyens pour la police. 2000 recrues supplémentaires dès janvier 2016 et surtout de nouvelles armes. Certains des criminels auxquels vous êtes confrontés n'hésitent plus désormais à faire usage contre vous d'armes lourdes. De véritables armes de guerre contre lesquelles vous devez disposer de moyens de riposte et de protection adaptés. Il est de ma responsabilité, comme ministre de l'Intérieur, de vous donner tous les moyens de faire votre travail dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité. Avec cette arme, on a un tir par an qui sert d'habilitation.
C'est pas en tirant une fois par an qu'on va connaître et s'habituer au maniement de cette arme. Il faut aussi de l'encadrement, il faut aussi de la formation et malheureusement, il n'y en a pas assez. Les moyens sont là, mais c'est pas tout d'avoir les moyens. Encore faut-il pouvoir s'en servir. Pour éviter tout dérapage, les autorités exigent que le fusil d'assaut soit rangé dans un coffret cadenassé au fond du coffre de la voiture de police. Donc en cas d'attaque rapide, il faut sortir tout ce qu'on a dans notre véhicule, accéder au coffre et enlever le cadenas. Donc une perte de temps énorme. Est-ce qu'on nous donne les moyens matériels? Non. On vous donne un berlingot qui fait 90 chevaux en HDI, ça avance pas. Je sais pas si vous imaginez qu'est-ce que c'est de rouler à 170 avec un berlingot. Ça fait bizarre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez travailler avec ça? Le 13 juin 2016, la pression s'accentue encore sur la police. À Magnanville, un couple de policiers est traqué jusque chez lui et tué par un terroriste se revendiquant de Daesh, sous les yeux de leur enfant. Une onde de choc chez tous les flics de France. La haine. C'est tout. Quand j'ai appris ça, j'ai eu vraiment la haine. J'étais en colère. Parce qu'au final, on est tous mes collègues, on est susceptibles d'être impliqués. Et la façon dont ça a été fait, c'est de la barbarie pure et dure. Oui, bien sûr, je me sens comme une cible. Parfois, quand je sors du travail, je change d'itinéraire. Il m'arrive de choisir une petite rue. Un coup, ça va être une grande voie. Un coup, ça va être un tour de rond-point supplémentaire. Vraiment, le gros changement, c'est que je cherche l'anonymat maintenant. Je cherche à ce que mes enfants gardent un peu ce petit secret, même si c'est dur pour moi à accepter, parce que j'aimerais que mes enfants disent qu'ils sont fiers d'avoir un père policier, mais je me dis que c'est mieux pour eux et pour moi, c'est surtout mieux pour eux que cela reste discret. C'est une réalité pour moi que j'accepte, c'est de choisir ma sécurité, la sécurité des miens en priorité. On ne peut pas dire que ça fait partie de notre quotidien, mais on s'y prépare malheureusement. On s'y prépare et on essaye dans la mesure du possible d'y faire face. Dès lors qu'on sort de notre base et qu'on est en patrouille sur le terrain, tout peut arriver. Depuis le début de l'année 2015, 5 attaques ont ciblé délibérément des policiers. 6 y ont trouvé la mort. Ça m'arrive des fois de rêver qu'on se faisait attaquer, que je tirais sur quelqu'un pour me défendre. Souvent pour défendre les autres, plus que moi-même. J'étais instinctif. Après, en vrai, j'espère que ça sera aussi instinctif. Hein. En vérité, j'aimerais réagir comme ça. J'aimerais être capable de tirer sans avoir de scrupules sur l'instant. Si ça peut sauver des gens, oui, j'aimerais pouvoir le faire. Tirés, tués, les policiers sont formés à ne sortir leurs armes qu'en ultime recours, seulement en cas de légitime défense. Alpha, 36 ans, a été confronté à ce dilemme à l'issue d'une banale intervention de police secours. Je suis ce jour-là en tant que chef de bord d'un équipage. On est 4 dans le véhicule et on est appelé en renfort de nos collègues de la police municipale qui sont en contrôle d'individus perturbateurs. On n'a pas d'autres renseignements que cela. Ils sont alcoolisés et résistent aux forces de l'ordre.
On arrive sur place, on voit que c'est assez tendu. Le secteur d'intervention était un secteur assez criminogène, où les interventions ne doivent pas s'éterniser au risque de voir des violences urbaines. Un troisième individu était un petit peu excentré par rapport au groupe. Je vois qu'il est porteur d'un tesson de bouteille. Je suis à ce moment-là à 2 mètres 50 de lui maximum. Et lorsque je me présente à lui, tout simplement pour entamer un dialogue, l'individu me regarde fixement en me faisant le signe, un signe comme quand il allait me trancher la gorge, très nettement. Là, je sors mon arme. Il me fonce dessus. En essayant de m'écarter, je trébuche sur une borne anti-stationnement en béton. Je tombe donc dos au sol et l'individu se met au niveau de mes hanches avec son bras tendu en direction de ma carotide, évidemment très nettement pour me trancher la gorge. J'ai essayé de repousser au maximum ce départ de coups. Ce moment, il doit durer même pas une seconde, une demi-seconde peut-être. Enfin, j'ai eu à ce moment-là 10 millions de pensées qui me sont venues. Alors, la première des pensées, effectivement, on pense à ses enfants. On pense à ses enfants, on dit, est-ce que ce soir, mes enfants ils vont me voir? On pense à l'individu qu'on a en face de nous. Est-ce que c'est le seul moyen que j'ai de m'en sortir? Soit je faisais utilisation de mon arme, soit ma compagne du moment avait le droit à une jolie petite médaille avec un enterrement, avec un drapeau. Là, j'ai plus d'autre choix. Là, si je réagis pas, j'y passe. Alpha tire à bout portant dans le thorax de son agresseur, qui s'écroule. Ses collègues lui administrent les gestes des premiers secours. En vain. L'homme décède dans les minutes qui suivent. Là, c'est une grosse... Enfin, je ressens une grosse fatigue. Une très grosse fatigue. Les gens me parlaient, mais on entend. J'entendais, mais j'écoutais pas. Je comprenais pas ce que les gens disaient. On est complètement abasourdi. Donc, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai très certainement dû avoir du mal à y croire. Comme à chaque fois qu'un policier fait feu, une procédure est enclenchée. Alpha a l'obligation de rendre son arme. Il est placé en garde à vue et doit répondre aux questions des enquêteurs de l'IGPN, la police des polices. J'explique 10 millions de fois la scène sous des angles différents, avec des mêmes questions qui sont posées. On passe du statut de fonctionnaire de police, donc d'agent d'État qui doit être respecté, à le voyou lambda qui n'a plus de téléphone, qui n'a plus de lacet à ses chaussures, qui n'a plus de ceinture. Psychologiquement, oui, c'est assez trouble, c'est assez pénible, c'est assez troublant. Après 23 heures de garde à vue, Alpha remet l'uniforme. Il est persuadé d'avoir agi en légitime défense, ce qu'a conclu l'enquête préliminaire de l'IGPN. Mais son geste le hante. Est-ce que j'ai le droit, moi, en tant qu'être humain, d'attenter à la vie de quelqu'un d'autre, même si cette personne essaie de me tuer? Est-ce que j'avais le droit moralement? Là, je ne parle pas du côté légal, je ne parle pas du côté professionnel, mais moralement, est-ce que j'avais le droit de le faire? C'est une question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Je ne veux pas parler de regrets ni de remords, puisque des regrets, ça voudrait dire que j'aurais pu faire autrement. Or, pour moi, à ce moment-là, on n'a pas pu faire autrement, j'ai pas pu faire autrement. C'est pas des regrets, c'est pas des remords, mais une profonde tristesse, oui. Pour sa veuve, pour ses enfants. La famille de l'homme tué a porté plainte. L'instruction est toujours en cours, mais d'ores et déjà, Alpha doit faire face aux questions de son fils de 10 ans. Est-ce que, en tant que policier, tu as déjà tué quelqu'un? Quand l'enfant nous regarde dans les yeux avec cette question-là, on dit oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Papa, il n'a pas tué quelqu'un pour tuer une personne. Papa, il a tué quelqu'un pour se sauver lui. Papa, il a dû se servir de son arme parce que sinon, il allait mourir. Et c'est la personne qui est décédée. Mais papa, il n'a pas voulu la tuer, cette personne-là. Qui en veut? Non, il y a des brownies. Evan, tu veux quoi?
Et si ton frère y arrive, non, mais non, là, au milieu, là, regarde, comme ça. Encore, non mais souffle plus fort. Et sans cracher. Ah! Ah! Aujourd'hui, la famille a un rôle prépondérant dans mon équilibre. J'ai la chance d'avoir une belle famille reconstituée, 6 enfants maintenant, avec une compagne remarquable et qui est ma béquille. Je privilégierai maintenant, quoi qu'il arrive, ma vie personnelle à ma vie professionnelle. La vie personnelle, si elle est stable, elle sera toujours votre soupape et votre petit nid dans lequel se réfugier. Depuis, Alpha a préféré raccrocher l'uniforme au vestiaire pour un temps. Il est aujourd'hui délégué pour le syndicat Alliance. Mais il ne se passe pas un jour sans qu'il ne pense à son geste et à ses conséquences. Il attend toujours que la justice rende son verdict. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Et moralement, ça, c'est très très dur. Parce que on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, et puis qui me dit que demain matin, je ne vais pas me réveiller avec les menottes au poignet, et puis finir incarcéré en préventif. Roméo prépare des concours pour changer de service. Il souhaite donner un second souffle à sa carrière. Quand je vois les anciens dans les commissariats qui arrivent en disant qu'ils n'en peuvent plus, qui n'ont plus du tout la foi, quoi, eh ben, je me dis, fais attention et ne deviens pas comme ça. Il faut toujours se remettre en question, il faut se rebooster, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de peut-être voir autre chose, quoi. Sierra, lui, rêve d'intégrer une BAC ou une brigade spécialisée pour intervenir au cœur des quartiers sensibles. J'ai envie de partir en chasse. Je suis quelqu'un de super énergique et voilà, je suis rentré dans ce métier, c'est pas pour faire des procédures accidents, c'est pas pour... moi j'ai envie, c'est d'être au contact, d'être sur le terrain, d'être là où c'est le plus chaud, on va dire, pour essayer d'apporter mon soutien, que ce soit à mes collègues, que ce soit pour la sécurité des gens. Malheureusement, c'est obligé de passer par le conflit. Parce que j'ai déjà vu, par mon expérience, par celle des collègues, que quand on est trop gentil, que forcément c'est pas ce qui marche le mieux avec tout le monde. Le premier problème de la police, c'est la police. Avant de dire que la justice n'a pas fait ci, que la justice n'a pas fait ça, ou qu'on nous aime pas ou que pas ça, si déjà on arrive à faire un travail propre, à être solidaires les uns les autres et à mener nos missions le mieux possible, dans tous les sens du terme, à faire des PV qui tiennent la route, à être vigilant, à respecter nos concitoyens, le reste viendra. Mais déjà, commençons par faire ce qu'on nous demande de faire. Malgré un constat amer sur sa profession, Oscar veut s'investir dans la formation des jeunes recrues. Il espère ainsi faire évoluer les mentalités. Pour Lima non plus, il n'est pas question de baisser les bras. Je suis gradé maintenant, donc je suis chef de section. Et je vais vous dire que j'aime plus mon métier qu'avant. Je me sens encore plus motivé qu'avant. J'ai encore plus l'envie de le faire et de bien le faire qu'avant. Donc je ne me classe pas dans les vieux, mais les personnes expérimentées. Et vraiment, j'ai l'impression avec en plus les nouveaux moyens que l'on touche, les nouvelles missions, les nouvelles menaces, j'ai envie d'être là, sur le terrain. J'ai envie d'être là. 80% des Français ont une opinion favorable de la police. Mais comme beaucoup de leurs collègues, Roméo, Sierra et les autres se sentent délaissés, parfois détestés, souvent menacés. Des policiers sur le fil, pris entre les difficultés de leur quotidien et les grandes crises qui ont marqué l'histoire de ces dernières années. Des serviteurs de l'État qui s'interrogent sur le sens de leur métier. Ni salauds, ni super-héros, ils revendiquent le fait de n'être que des êtres humains, parfois dépassés par la mission que la République leur confie.
Après ces témoignages rares, forts,